Bonjour à tous. Donc, nous allons voir ensemble lors de ce live pourquoi faire une grande école de commerce après un bac+3. Donc, nous parlerons bien sûr des avantages de la poursuite d'école, donc en grande école de commerce après un bac+3. Nous parlerons aussi du financement des études et des modalités donc, du concours passerelle 2023. Et ce soir, j'ai la chance donc, d'être accompagnée par 3 intervenants. Donc, nous avons Estelle Assaf, qui est directrice du développement de l'Institut Mines Telecom Business School. Bonsoir Estelle. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous avons également Néma Gravier, qui est donc étudiante en Master 1 à l'EN Normandie. Bonsoir Néma. Bonsoir. Et pour terminer, nous avons Riel Damien Caffa, qui est donc étudiant en Master 1 à SCBS. Bonsoir Riel Damien. Bonsoir. Et nous avons aussi en coulisses Christine de l'équipe Passerelle qui est là pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'espace Q&A ou discussion. Mais bien sûr, je vous invite à attendre que le webinaire démarre pour voir si nous allons répondre à toutes vos questions. Alors, donc, pour commencer, peut-être pour introduire, Estelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une grande école de commerce? Parce que c'est peut-être pas forcément clair ce qu'est la conférence des grandes écoles, le grade de master, pour les étudiants qui nous écoutent ce soir. Oui. Alors effectivement, une grande école, elle est, comme son nom l'indique, labellisée grande école au sein de la conférence des grandes écoles, qui est un organisme officiel, qui est un interlocuteur du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, dans cette conférence des grandes écoles, il y a les grandes écoles d'ingénieurs, il y a les grandes écoles de commerce, il y a d'autres grandes écoles qui sont spécialisées. Il n'y a pas les IAE, typiquement, des universités. Une grande école, ce qui la caractérise, c'est effectivement qu'elle elle fait partie de cette communauté de la conférence des grandes écoles, mais elle délivre néanmoins des diplômes qui sont reconnus par l'État, qui sont délivrés par une commission du ministère de l'Enseignement supérieur. Et donc, pour ce qui nous intéresse, elle délivre notamment les diplômes qui confèrent le grade de master. Et donc, ce sont des diplômes qui sont visés par l'État, contrôlés par l'État. En dehors de ce contrôle de l'État français, les formations délivrées par les conférences, par les grandes écoles de la conférence des grandes écoles sont accréditées en fonction de leur périmètre, si elles sont ingénieurs ou si elles sont commerce. Alors là, en l'occurrence, on va parler des écoles de commerce. Elles sont accréditées par des accréditations aussi internationales parce qu'elles travaillent beaucoup en réseau avec d'autres écoles ou universités dans d'autres pays. Et donc, il fallait avoir une même grille d'évaluation de la qualité des formations et de ces écoles. Et donc, on parle souvent des accréditations AMBA, des accréditations ACSB, des accréditations EQUIS, qui sont les 3 principales accréditations internationales. Et puis, sinon, une grande école de commerce, au-delà de ça, moi, je trouve que la grande différence de nos écoles, c'est le lien avec les entreprises qui est très, très fort. On est des écoles de commerce, donc souvent, elles sont une émanation de la Chambre de commerce et d'industrie de leur région. Il y a aussi une différence autour de l'international. Je le disais, on est en réseau, on travaille en réseau avec des écoles, des enseignants-chercheurs qui sont dans d'autres écoles et universités dans d'autres pays. Donc, l'exposition internationale, la dimension internationale des parcours est très, très importante. Et puis, l'autre caractéristique de nos écoles, c'est la vie de campus, la vie en communauté, avec ce qui se poursuit au-delà de la formation, avec le réseau des diplômés. C'est ce qui forge vraiment une famille. On entre dans une famille et on en reparlera, je pense, tout à l'heure. Merci Estelle. En effet, c'était très clair. Et comme ça, ça vous donne aux étudiants qui écoutent des points de repère, en effet, pour bien se renseigner sur une école. Voilà, c'est important de regarder le sérieux, en effet, avec cette conférence des grandes écoles, le grade de master, le visa. Et bien sûr, on va parler plus en détail de l'international, de la professionnalisation par la suite. Alors, je poursuis.
Donc, le concours passerelle, c'est un concours d'entrée en école de commerce à partir de Bac+2 et qui est donc commun à 6 grandes écoles. Donc, vous les voyez ici sur la carte. Donc, vous avez Excelia Business School qui est à La Rochelle et Tours. Vous avez l'ESC Clermont Business School qui est à Clermont-Ferrand, BSB à Dijon et Lyon, SCBS à Troyes, l'Institut Mines Télécom Business School à Évry en Île-de-France, donc au sud de Paris. Et nous avons l'EM Normandie qui est présente à Caen, au Havre, Paris, Dubaï, Dublin et Oxford. Donc l'avantage pour vous, évidemment, c'est que vous allez passer un concours qui va donc vous ouvrir les portes de ces 6 écoles. Et donc cette année, pour les étudiants à Bac+3, il y a 970 places ouvertes qui sont donc réparties dans les 6 écoles du concours. Donc on va voir déjà comment se déroule le parcours quand on intègre une grande école de commerce. Ah, je suis allée trop vite. Non, d'abord, je vais vous donner les diplômes qui sont éligibles au concours. Et après, on va voir le parcours. Donc en effet, vous entendez souvent parler d'admission parallèle ou d'admission sur titre. Et donc, c'est ça qui va vous permettre d'intégrer l'une des écoles passerelles après l'obtention d'un premier diplôme de niveau, donc Bac+2, +3, +4. Il faut savoir que le concours passerelle, il est ouvert à toutes les filières d'études, que vous soyez en économie, gestion, droit, langue étrangère, mathématiques, etc. Et toutes les nationalités, tant que votre diplôme est éligible. Donc, les diplômes éligibles sont les suivants. Donc, vous pouvez passer le concours passerelle si vous êtes en bachelor, si vous êtes en BUT, si vous êtes en licence 3, en licence professionnelle, en DCG, DUETI, et aussi les diplômes homologués ou certifiés RNCP niveau 6, donc de niveau Bac+3. Donc, on voit que le concours est vraiment ouvert à tous. Estelle, qu'est-ce qui est intéressant justement pour les écoles de recruter comme ça des étudiants qui viennent de formations différentes? C'est toute la richesse de la diversité des parcours, la diversité des profils. Dans nos formations, on fait beaucoup intervenir le collectif, puisque c'est ce qu'on vit après dans l'entreprise. Donc dans sa carrière professionnelle, de travailler sur des projets, de travailler de façon transverse entre les différents services d'une entreprise. Donc c'est très très important d'apprendre à travailler avec une multitude de profils. Les classes prépa, c'est très bien. C'est vrai que les écoles de commerce ont beaucoup travaillé avec les classes prépa qui préparaient à l'entrée de nos écoles. Mais pour autant, c'est important de s'ouvrir aussi à des parcours qui sont très variés. Et c'est vraiment cette richesse que l'on va chercher dans tous ces parcours. Et c'est même une richesse en termes, parce que là, on a cité les diplômes et les formations qu'on pouvait faire pour valider un Bac+3. Mais ça peut être des matières, ça peut être des disciplines qui sont très différentes. On n'est pas forcément sur des profils en sciences de gestion. C'est vrai que c'est important de pouvoir comprendre l'économie, de s'intéresser à l'économie et de s'intéresser à la façon dont fonctionne une entreprise. Mais en fait, nous, on recrute des étudiants qui peuvent venir d'horizons très variés, du droit, de pharma, de médecine, des profils plus littéraires. Et tout ça, ça vient enrichir finalement un collectif. Et c'est le reflet exact de ce que l'on vit en entreprise. Et justement, pour ces étudiants qui ne suivent pas une filière commerce ou gestion, qui pourraient peut-être craindre d'être un peu perdus à leur arrivée en école de commerce, comment ça se passe pour leur intégration? Est-ce qu'il y a une remise à niveau, par exemple? Alors, on peut proposer des remises à niveau pendant l'été, des sessions en parallèle à la rentrée. Toutes les écoles à peu près proposent ces modules un peu de remise à niveau. C'est important parce que nous, notre objectif, c'est d'accueillir cette richesse, mais sans la mettre en difficulté. Parce que le collectif, il ne fonctionne que parce que les uns et les autres vont s'apporter mutuellement. Donc, il faut trouver ce rail un peu commun et puis se retrouver finalement sur un niveau où on arrive à se parler, où on arrive à travailler ensemble. Donc, cette remise à niveau, oui, elle est prévue.
Donc, pas d'inquiétude s'il y a des étudiants qui sont dans ce cas-là qui nous écoutent, puisque évidemment, les écoles passerelles, elles sont habituées à intégrer des étudiants qui viennent d'horizons totalement différents. Alors, Nema et Riel Damien, peut-être que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait avant de passer le concours passerelle. Vas-y, Riel Damien. Alors, moi, j'ai fait un bachelor en gestion administrative et RH courant l'année universitaire 2021 et 2022. Mais avant cela, j'ai fait un BTS comptabilité et gestion. D'accord. Et toi, Nema? Alors déjà, bonsoir à tous. Moi, j'étais en licence de biologie. Voilà, D'accord. donc, totalement autre chose. Mais à côté, j'ai beaucoup été dans l'associatif et j'ai éprouvé le besoin d'avoir un bagage de gestion et d'économie plus théorique. Donc, toi, tu montres justement aux étudiants qui nous écoutent ce soir que c'est totalement possible de Aussi. venir d'une filière un petit peu éloignée du commerce et de réussir à intégrer son école. C'est ça. Alors, donc on va voir maintenant comment se déroule donc, le parcours quand on intègre une école de commerce. Donc, quand vous êtes à Bac+3, vous intégrez directement l'année de Master 1 du programme Grande École. Donc là, vous allez, donc ça dépend un peu du fonctionnement de l'école. Dans certaines, vous commencez une pré-spécialisation où vous allez commencer à choisir des cours, par exemple, enfin une partie. Vous avez un stage à la fin de l'année scolaire. Vous avez aussi la possibilité de partir à l'international, de faire un semestre d'études à l'étranger. Donc ça, on reparlera évidemment de l'international. Vous avez ensuite la possibilité de faire ce qu'on appelle une année de césure. Donc là, c'est, on va dire, une interruption dans vos cours d'1 an, mais vous avez toujours le statut étudiant. Et c'est une année qui est faite pour que vous puissiez aller acquérir davantage d'expérience, si c'est votre souhait, puisque vous pouvez en profiter pour être en stage, pour en faire plusieurs, pour travailler. Vous pouvez partir aussi à l'étranger à ce moment-là. Vous pouvez faire un engagement civique, une mission humanitaire, etc. Donc ça, c'est une année qui n'est pas obligatoire, mais voilà, on vous donne cette opportunité. Et ensuite, vous arrivez donc en année de Master 2 où vous allez valider donc ce fameux grade de Master. Et donc là, si ça n'a pas été fait avant, bien sûr, vous choisissez votre spécialisation et vous n'avez des cours que dans la spécialisation qui sera choisie. Vous avez la possibilité donc de faire un stage. Donc là, on est sur un stage de fin d'études de 6 mois. Et on a aussi la possibilité de faire un double diplôme. Estelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un double diplôme? En quoi ça consiste? Ouais. Alors, ça consiste à valider, comme son nom l'indique, 2 diplômes. Soit on le fait, on fait on suit 2 cursus, soit on suit son M2 au sein d'une institution partenaire et on valide à travers ça à la fois le diplôme de son école d'origine et le diplôme de l'école partenaire. Nous, par exemple, au sein de l'Institut Télécom Business School, on a beaucoup de double diplôme manager-ingénieur. Ce qui est aussi proposé par l'ensemble des écoles, c'est de pouvoir se spécialiser en sciences politiques, en droit, en design, de pouvoir renforcer peut-être le diplôme et son CV sur une formation dans une grande école ou dans une université autour de la finance de marché, gestion financière. Donc, il peut y avoir beaucoup de possibilités. C'est forcément très riche. C'est forcément très bien vu sur un CV parce que ça donne un vrai caractère distinctif. Ça permet d'élargir les horizons. En entrant dans une école, en fait, on peut avoir accès à beaucoup d'autres écoles sur l'année du M2. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à regarder donc, les doubles diplômes qui sont proposés dans les différentes écoles passerelles. Donc ensuite, vous avez la possibilité de suivre vos cours en anglais aussi. Et on en reparlera tout à l'heure, mais vous avez la possibilité de faire vos 2 ans en alternance si vous le souhaitez, ou uniquement le Master 2 si vous préférez faire le Master 1 en initial. Et c'est proposé par les 6 écoles du concours passerelle dès le Master 1. Alors, Nema, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ton parcours?
Alors, là, je suis en master 1, donc en initiale, et ce qui fait qu'au second semestre, je pars à l'étranger. D'accord. Et donc, toi, tu as tes cours en français, c'est ça? Oui, j'ai mes cours en français. D'accord. Et, Et toi, pardon. et donc, je suis à l'EM sur le campus du Havre, et c'est en français. D'accord. Et toi, Riel Damien, comment se passe ton parcours? Alors, moi, j'ai choisi de suivre mon PGE en alternance et mes cours particulièrement sont à 98% en anglais, si je ne me trompe pas. D'accord, c'est très précis. Et donc, tu as choisi de faire tes 2 ans en alternance. C'est exact, oui. D'accord. Donc, bah, on voit que, voilà, qu'il y a des parcours différents. Nema, elle préfère faire en initiale pour pouvoir partir à l'étranger. Et est-ce que tu veux faire de l'alternance, toi, l'année prochaine? C'est prévu qu'en deuxième année, je fasse de l'alternance. D'accord. Donc, voilà, on a un parcours sur 2 ans d'alternance et puis sur un an. Alors, voyons maintenant en détail les grands domaines de spécialisation qui vont vous être proposés en école. Et puis après, Riel, Damien et Nema nous expliqueront, eux, leur spécialité. Donc, vous pouvez vous spécialiser, bien sûr, en finance, en audit et dans le conseil, bien sûr aussi en marketing, en communication, tout ce qui va toucher au e-commerce. Vous pouvez vous spécialiser en business development, aussi tout ce qui va toucher à l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc, s'il y en a parmi vous qui souhaitent par la suite monter leur entreprise, il y a bien sûr des spécialisations pour vous accompagner pour ça. Vous pouvez vous spécialiser en management. Donc, dans les écoles passerelles, vous allez pouvoir retrouver des spécialisations un peu particulières comme le management du sport, le design management, le management de l'agroalimentaire et encore d'autres. Donc, ça, c'est des spécialisations qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les écoles. Vous pouvez vous spécialiser en supply chain, dans les achats, ce qui va toucher aux relations internationales, droit et intelligence économique, et également au système d'information et au digital. Donc là, chaque école va vous proposer ses spécialisations. Donc, sachez que nous, sur notre site Internet, on a une page dédiée où on vous a mis toutes les spécialisations qui existent dans les écoles passerelles et ça vous permet de voir quelles écoles le proposent. Donc, si vous voulez avoir un condensé, vous pourrez le retrouver sur notre site. Alors, Nema, qu'est-ce que tu fais toi comme spécialisation? Et Pour ma nous l'expliquer en 2, 3 mots. J'ai choisi marketing et ce qui change, c'est qu'on a des cours de brand development et de brand management. Et en gros, c'est vraiment tout ce qui a trait à la marque, le développement de la marque, comment faire du branding, enfin voilà, vraiment tout ce qui est marketing et vraiment comment vendre un produit ou un service. D'accord. Et toi, Riyad Damien, toi, tu es dans un autre domaine. Alors, ma spécialisation n'a pas encore commencé, mais c'est prévu que je poursuive ma spécialisation en ressources humaines. Par contre, actuellement, je suis en alternance, mais dans les ressources humaines. Ce Il me sera l'a la été, continuité. il me l'a été recommandé, effectivement, oui. Et tu peux nous dire le nom de ta spécialisation? Alors, c'est Global Human Resources and Management. D'accord, ok. Qui sera en anglais, j'imagine. Alors, on verra. Si le nom, d'où le nom, mais je me dis que ça doit se faire en anglais. Oui. Alors, en parlant d'anglais, parlons justement de l'international. Évidemment, quand vous allez faire vos études en école de commerce, bah, elles vont être tournées vers l'international. Et déjà, sur les campus, vous êtes dans une dimension multiculturelle. Vous avez des professeurs, pour certains, qui sont donc des professeurs internationaux. Vous avez des étudiants de toute nationalité sur les campus. Vous avez la possibilité donc d'avoir vos cours en anglais, par exemple, comme Riel Damien. Vous pouvez aussi en profiter pour apprendre une nouvelle langue. Et on va aussi vous préparer au test de langue. Justement, Riel Damien, est-ce que tu confirmes cette dimension comme ça multiculturelle sur le campus? Oui, nous avons des étudiants qui viennent de tout horizon, notamment de l'Amérique latine, de l'Afrique, un peu partout d'ailleurs. Et nous avons aussi également des professeurs qui viennent de l'international. Notre prof en économie internationale, elle vient d'un pays étranger. D'accord. Et toi, Nema, tu confirmes aussi?
C'est pareil dans ton école? Totalement. Là, dans ma classe, j'ai une Vietnamienne, un Allemand, j'ai des Togolais, enfin, voilà. Et les samedis, on a possibilité d'avoir une langue optionnelle. Et il y a D'accord. il y a vraiment du choix, du russe, de l'ukrainien, du portugais. Moi, je fais du portugais tous les samedis. Il y a de l'espagnol, enfin, voilà. Il y Donc a- toi, justement, tu profites de faire une nouvelle langue. C'est ça. Et alors, bah, évidemment, après, vous allez être aussi amené à partir, vous, comme vous voyez là, hein, les étudiants sur les photos, pour des expériences donc à l'international. Donc, vous pouvez faire bien sûr un échange académique dans une université partenaire à l'étranger, sachant que les écoles passerelles, elles ont des centaines d'universités partenaires qui sont un petit peu partout dans le monde. Avec certaines, vous pouvez valider un double diplôme. Donc ça, vous avez de l'explication tout à l'heure. Et bien sûr, vous pouvez aussi choisir de faire vos stages ou votre année de césure à l'étranger si vous le souhaitez. Il peut y avoir aussi la possibilité de faire une mission humanitaire, par exemple. Alors, Nema, tu nous as dit tout à l'heure que tu allais partir à l'international. Comment ça va se passer pour toi? Je pars au Portugal, à Lisbonne. Je pars en janvier, de janvier à mai-juin. Au départ, on a eu à faire nos choix via la plateforme qui est mise en place par l'EM. Il faut savoir que c'est en fonction de notre score TOEIC. On a des destinations qui sont plus ou moins ouvertes par rapport à ce score-là. Ensuite, on a eu la validation de nos choix et on a été en contact, enfin, on est en contact avec l'université partenaire qui nous fait choisir entre un panel de cours, un catalogue de cours. Et voilà, là, j'ai choisi mes cours, j'ai booké mon logement, donc il n'y a plus qu'à. Tu es prête. Et je crois que tu me disais que tu allais pouvoir aussi avoir une bourse Erasmus pour ce voyage. Oui, c'est ça. En fait, tous les étudiants qui partent en expatriation sont éligibles à la bourse Erasmus du moment où ils ont fait leur Learning Agreement. D'accord, donc ça va te permettre de t'aider à financer ton loyer, par exemple, j'imagine, C'est ça. sur place. Alors Estelle, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les avantages justement pour les étudiants comme Nema qui vont pouvoir profiter d'une expérience comme ça à l'international? Les avantages sont énormes, c'est très demandé, c'est d'ailleurs une obligation, hein, c'est-à-dire dans un grade master, le ministère demande à ce que l'ensemble des diplômés en master aient été exposés à une expérience à l'international. On vit dans un monde qui est mondialisé, dans une société, une économie qui est mondialisée, pardon. Et à partir de là, ce que les étudiants vivent sur les campus avec donc ce brassage culturel, cette exposition à d'autres langues, cette exposition à d'autres origines ethniques même, c'est la réalité là aussi des entreprises. Donc il y a toujours cette logique de vivre finalement l'expérience pour pouvoir apprendre et acquérir les compétences pour pouvoir continuer de la vivre dans les entreprises, dans nos entreprises qui sont donc mondialisées. Donc, c'est cette exposition multiculturelle qui est très importante. Encore une fois, comme tu l'as dit, Clémence, à la fois sur le campus. De notre côté, Institut Télécom Business School, on a le 1er décembre un grand événement que les étudiants adorent, ça s'appelle le Global Village. C'est toutes les nationalités du campus, de l'école d'ingénieur et de l'école de commerce, puisqu'on partage un même campus, qui se retrouvent pour partager toutes leurs spécialités culinaires. Et puis partager les danses, les costumes, il y a un concours de costumes. Donc c'est vraiment des moments qui c'est pas de la théorie. Bien entendu, de partir à l'international comme le fait Nema au Portugal, c'est quelque chose qui est extrêmement enrichissant. Et puis après, comme tu l'as dit Clémence, le choix de ces stages, hein, le choix de ces missions en alternance, ça peut aussi nous amener les étudiants à évoluer dans des contextes professionnels internationaux.
Et justement, pour ces étudiants qui partiraient comme ça, donc soit en échange académique, par exemple, il y en a qui peuvent avoir un petit peu peur de partir, mais j'imagine qu'ils sont accompagnés quand même par l'école et qu'on ne les lâche pas dans la nature comme ça. Ouais, ils sont très accompagnés. On a des services de relations internationales qui sont là pour les prendre. Alors, pas trop par la main, parce qu'il faut aussi être autonome. Il faut aussi, ça fait partie voilà, de grandir, hein, de pouvoir se débrouiller aussi par ses propres moyens, mais on n'est jamais perdu. Il y a des personnes qui sont là, qui sont en relation avec les partenaires, qui peuvent expliquer quelles sont les formations, les cours qui sont en catalogue, hein. Comme l'a dit Nema, il y a un catalogue de cours qui est présenté. Et à partir de là, on va faire son choix. Et puis au niveau du financement aussi, alors il y a les bourses Erasmus, ça c'est très très important et on a la chance en France d'avoir accès au sein de l'Union européenne à ces bourses et à ces programmes parce qu'il y a une vraie volonté de faire bouger les étudiants d'un pays à un autre. Encore une fois, c'est que de la richesse. Et puis, il y a aussi les écoles qui, de par leur fondation ou par l'école elle-même, octroient des bourses de mobilité internationale, là aussi pour aider les étudiants à payer leur logement ou à payer un coût de la vie qui peut être plus cher qu'en France. Voilà ce qu'il y a à dire sur le sujet, mais il y a forcément beaucoup d'accompagnement. Alors, il faut par contre bien avoir en tête qu'on n'est pas une agence immobilière non plus, donc ce n'est pas nous qui allons trouver le logement pour l'étudiant. Encore une fois, ça fait partie des compétences qu'il faut acquérir, de faire son chemin ça fait partie aussi de l'interculturalité quand on va chercher son logement et quand on va chercher les moyens de s'installer à l'étranger. D'accord, bah oui, en effet, l'école, elle va vous accompagner là-dessus, mais il faut aussi quand même faire preuve d'autonomie. Tout à fait. Alors, parlons maintenant de professionnalisation. Donc voilà, on dit souvent que le parcours comme ça en grande école de commerce va permettre aux étudiants de se professionnaliser. Alors Estelle, qu'est-ce qui est mis en place justement pour que ces étudiants se professionnalisent? Alors, il y a beaucoup de choses. Comme je disais, beaucoup de choses, puisque une grande école de commerce, c'est avant tout des connexions avec le monde professionnel. Alors, on parle d'entreprise, mais plus largement, c'est l'ensemble des organisations professionnelles avec lesquelles on est en relation. Donc, on a bien entendu des entreprises et des professionnels qui interviennent en cours. On a bien entendu des professionnels qui peuvent intervenir de façon plus packagée sur un module complet, un séminaire, une semaine complète, quelque chose qui est très thématisé. On a donc des business games, c'est-à-dire des défis que nous lancent, que lancent les entreprises à nos étudiants. On a bien sûr les stages qui permettent de passer du temps en entreprise et non pas l'entreprise qui vient sur le campus et dans les salles de classe, mais les étudiants qui partent donc en entreprise. On peut faire un stage dans le cadre de sa formation, en année de césure, comme tu l'as dit Clémence, donc de façon optionnelle. Et puis, il y a tout ce qui va être aussi des conférences autour des métiers, des entreprises qui viennent se présenter qui elles sont, de quelles compétences elles ont besoin, quels sont les recrutements qu'elles vont faire. Il y a bien entendu l'alternance, mais ça, je crois qu'on va en parler un petit peu plus longuement, notamment avec l'expérience de Rielden. Tout à fait. En effet, nous allons faire un focus sur l'alternance puisque souvent, l'alternance intéresse beaucoup les étudiants. Donc, je le rappelle que vous avez la possibilité donc, dans les 6 écoles du concours passerelle de faire donc de l'alternance dès le Master 1. Et donc, Riel Damien, c'est ce que tu fais. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience, nous dire déjà dans quelle entreprise tu es, quel poste tu as, et puis les missions aussi qu'on te confie? Alors, je suis chargé de formation au sein de XI Group, qui est une société spécialisée dans l'assurance
Alors, mon quotidien, c'est plus optimiser les process de formation pour le réseau d'experts rattachés au siège. Et prochainement, c'est-à-dire pour la deuxième année, mon année de spécialisation, je vais m'occuper du plan de développement des compétences des collaborateurs du siège. D'accord, donc toi, tes missions vont évoluer entre ta première année et ta deuxième année d'alternance, c'est ça? C'est exact, oui. Et alors, pourquoi toi, tu as fait le choix de faire ton alternance, voilà, en 2 ans? Alors, pourquoi l'alternance? Tout simplement parce que déjà, mes frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise, du moins par l'OPCO de l'entreprise. Je suis également rémunéré, c'est-à-dire j'ai un statut de salarié et quelque part, je pense que c'est plus bénéfique. Tout à fait, tout à fait. Et donc là, quelqu'un nous demande s'il faut passer le concours pour faire de l'alternance. Bah oui, le concours passerelle dans tous les cas pour intégrer, que ce soit en initiale ou en alternance, pour intégrer les 6 écoles du concours passerelle, il faut passer par le concours, tout à fait. Estelle, est-ce que tu veux compléter ce qu'a dit Riel Damien ou, Non, je crois que c'était clair sur le financement. Il faut voir que l'alternance, c'est quelque chose de forcément de très pratique au niveau financier, hein, surtout quand on connaît le coût de 2 ans en école de commerce, certaines écoles de commerce en tout cas. C'est aussi très exigeant, et je ne sais pas si Riel Damien veut en parler, hein, c'est 2 vies finalement en une. Il faut avoir une capacité de travail, il faut avoir une capacité d'organisation. C'est très demandé par les recruteurs, puisque ça fait une expérience professionnelle qu'on peut vraiment valoriser sur son CV. Donc ça, c'est indéniable. Après, il faut voir aussi que en initiale, et je ne sais pas si Nema voudra en parler, mais en initiale, on a aussi la richesse de la vie sur le campus, que l'on n'a pas beaucoup moins en alternance, puisque on est en alternance en entreprise. Et puis on a du coup cette capacité à organiser une vie d'étudiante pleine et entière. Donc, il y a vraiment du pour et du contre, ou en tout cas, c'est vraiment un choix qui doit rester personnel. C'est important de savoir que toutes nos écoles le proposent sur l'ensemble du master, donc master 1, master 2. Mais voilà, on peut doser comme Nema, faire une année en initiale et une année en alternance. On peut choisir comme Riel Damien aussi pour des raisons économiques, hein, ça c'est clair que c'est vraiment intéressant de se faire financer finalement sa formation, de le faire 24 mois sur l'alternance. Voilà, il faut juste être conscient qu'il y a des choses que l'on aura en plus et des choses que l'on aura en moins dans les 2 cas. C'est vrai que non, mais c'est bien de le préciser parce qu'en effet, c'est un rythme soutenu hein, quand on est en alternance. Est-ce que tu confirmes, Riel Damien? Alors effectivement, oui, il faut être très organisé, notamment entre la période où il faut être en entreprise et la période où il faut être en cours. Et, D'ailleurs, c'est quoi ton rythme d'alternance? alors, mon rythme d'alternance, c'est 3 semaines en entreprise et une semaine en cours. C'est le classique, en effet. C'est le classique, oui. Mais oui, du coup, quand tu es en cours, forcément, c'est des périodes plus denses parce que les cours sont condensés sur ces semaines-là, quoi. C'est exact, oui. Les cours sont condensés et je pense que Riel Damien, c'est ce qu'il voulait dire aussi. La vie en entreprise, elle ne s'arrête pas. C'est vrai. C'est ça, oui. On continue d'être en copie des mails, il y a des dossiers qui doivent avancer, il y a des livrables qui éventuellement tombent pendant la semaine de cours. Voilà, c'est une vraie réalité. C'est vrai qu'il Exactement. faut avoir conscience de ça. Et toi, Néma, tu confirmes que tu profites bien de la vie étudiante pour cette année de Master 1? Ah oui, clairement. En fait, au début, je voulais être en alternance et à mon entretien, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais il y a des choses qui ont été évoquées et je me suis dit que 1 an en initial, ce serait pas mal, juste pour profiter de la vie étudiante et même de me faire un réseau, de connaître mes camarades plus, en tout cas mieux que si je serais en alternance. Enfin,
c'est vraiment, il faut peser le pour et le contre. Ça dépend de ce qu'on recherche. Tout à fait. Alors, parlons maintenant d'accompagnement, puisque voilà, évidemment, l'école, pendant votre formation, sera là aussi pour vous accompagner, peut-être déjà pour vous aider à définir votre projet professionnel, qui n'est pas forcément clair pour tout le monde quand on arrive en école. Vous allez pouvoir avoir du coaching individuel, vous allez pouvoir évidemment participer à des événements comme des conférences, des tables rondes, peuvent être organisés avec des personnes du monde de l'entreprise, des diplômés aussi qui viennent témoigner par exemple. Vous avez des forums de recrutement aussi qui sont organisés où là les entreprises viennent directement donc au sein de l'école pour échanger avec vous parce qu'elles ont des offres de stage, d'alternance ou de premier emploi à vous proposer. Vous avez aussi des espaces aussi digitaux où là vous avez accès aussi aux offres des entreprises. Il peut y avoir des espaces dédiés Career Center. On a l'incubateur aussi. Peut-être qu'Estelle, tu peux nous en parler, puisque vous en avez un, et puis il y en a dans les autres écoles aussi, évidemment, Passerelle. Peut-être que ce n'est pas forcément clair pour tous les étudiants de ce qu'est un incubateur. Oui. Alors, un incubateur, c'est un endroit où on va prendre des projets de start-up, va les accompagner. Un peu comme dans une éprouvette, hein, on va prendre des cellules et on va les aider à se multiplier et à grandir. Donc, c'est au démarrage d'un projet d'entreprise, parce qu'après, on parle d'accélérateur d'entreprise, on parle de pépinière d'entreprise. Tout ça, c'est différent, ça vient en aval. L'incubateur, c'est vraiment, on prend le projet de start-up et on aide les personnes qui le portent à peut-être le préciser, à le tester, à définir des pans du projet qui sont mal définis, la stratégie, le modèle économique, le business. Et il y a dans un incubateur un certain nombre de ressources qui sont mises à la disposition des projets. Alors, nos incubateurs sont en général dédiés, en tout cas, ils sont tournés vers les projets de start-up des étudiants, mais pas que. Ils s'ouvrent aussi à des projets externes, de personnes même parfois plus âgées. Parce que c'est toujours une question de richesse, hein, c'est toujours une question de s'alimenter l'un l'autre, de partager des galères, de partager des bonnes idées. Et donc voilà, c'est ce qui se passe dans un incubateur. On vient avec un projet et on le fait grandir, hein, on le clarifie, on le professionnalise pour que derrière ça devienne une vraie entreprise qui peut continuer d'être accompagnée dans l'incubateur, mais en général pas très longtemps. Et puis après, l'entreprise va partir de l'incubateur pour intégrer une pépinière d'entreprise ou un accélérateur d'entreprise. Merci. Du coup, c'est intéressant en effet de savoir qu'on peut intégrer un incubateur quand on est étudiant. On n'est pas forcément obligé d'attendre d'être diplômé pour créer son entreprise. Absolument. S'il y en a qui ont des ambitions, voilà, sachez que c'est possible. Alors, Néma et Riel Damien, peut-être que vous pouvez nous dire, vous, ce que votre école, elle met, donner des exemples de ce qui peut être mis en place justement pour vous accompagner comme ça. Effectivement, l'EM, on a un Career Center. D'accord. Et, en fait, il y a tellement de choses mises à disposition. Et franchement, je vous invite vraiment à vous pencher là-dessus parce que c'est souvent des choses dont on n'a pas conscience réellement, mais il y a vraiment des outils qui sont mis à disposition. Par exemple, le coaching individuel. Enfin, l'école paye des coachs. On peut avoir des coachs pour nous coacher, notamment vis-à-vis des entretiens de motivation, même pour la vérification de CV, de profil LinkedIn. Ensuite, on a tout ce qui est table ronde, vraiment niveau événement où on peut déjà se construire un réseau. Par exemple, si on veut faire de l'alternance ou des stages, c'est super important. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de services qui sont mis à disposition, notamment le Job Teaser aussi, qui a vraiment des annonces qui sont... c'est vraiment un marché invisible de tout ce qui est poste à pourvoir, etc., qui ne sont pas mis sur le marché visible. Et c'est vraiment une plus-value, je trouve. Donc, le Job Teaser, juste peut-être pour resituer, c'est une plateforme sur laquelle vous avez accès à des offres, en effet, par exemple, de stage et d'alternance. C'est un job board, ouais. C'est ça.
Riel Damien, est-ce que tu veux compléter? Oui, bien sûr. Alors, au sein de SCBS, nous avons également un service Career Center qui accompagne les étudiants de high school dans leur recherche de stage ou d'alternance. Et pour l'avoir eu en face de moi, ça se passe très bien. Et j'ai également des camarades de promo qui ont pu trouver leur alternance via ce service Career Center. D'accord. Et chose aussi importante qui peut aider après dans la carrière professionnelle, c'est le réseau qu'on va se construire évidemment, notamment on l'a vu, hein, grâce aux entreprises que les étudiants peuvent rencontrer en conférence, sur des forums, et évidemment quand ils sont en stage ou alternance. Et il y a aussi le réseau des diplômés. Donc les diplômés évidemment qui sortent donc des écoles passerelles. Estelle, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi il est important justement ce réseau de diplômés dont peuvent bénéficier évidemment les étudiants? Oui, un exemple très concret qui fait complètement la transition et le lien entre la partie haute du slide et la partie basse du slide, c'est que nous, on organise un mentorat diplômé. C'est-à-dire qu'on a des diplômés qui mentorent des étudiants pour les aider individuellement à construire leur projet professionnel, à comprendre des métiers, à éventuellement obtenir des contacts, parce que eux-mêmes ont un réseau professionnel, donc ils connaissent des personnes, ils peuvent ouvrir des portes. Donc le réseau de diplômés est vraiment une partie, comme je le disais dans la définition des grandes écoles de commerce, c'est vraiment une partie fondamentale de la grande école. Et notamment de la grande école de commerce, parce que c'est la famille dans laquelle on entre. Et chacun a ses droits et ses devoirs. C'est-à-dire que on a accès à un réseau professionnel qui est déjà bienveillant. On n'a pas besoin de faire ses preuves, on n'a pas besoin d'expliquer d'où on vient, ce qu'on a fait. On a intégré une école, donc on a intégré un réseau, parce que l'école elle-même fait le filtre de l'admission. Et à partir de là, on entre dans une communauté de personnes qui ont été aussi sélectionnées de la même façon et qui ont été jusqu'au bout de cette formation et après en ont fait quelque chose dans leur carrière. Donc c'est vraiment une communauté dans laquelle on entre, qui peut ouvrir des portes, qui peut donner des conseils, qui peut donc même suivre un mentoré, qui peut expliquer des métiers, parce qu'il faut savoir que les métiers que l'on imagine dans les entreprises, la réalité est beaucoup plus riche, hein, beaucoup plus diversifiée. Donc les parcours sont en fait très très différents, très très riches. On a comme ça quelques métiers en tête, mais en fait, la réalité est beaucoup plus fine. Il y a beaucoup plus de granularité dans l'entreprise, donc ils sont capables de donner ces clés-là et de donner ces éclairages-là. On comprend qu'il y a beaucoup de bénéfices justement à en tirer, à faire partie de ce réseau de diplômés. Alors, Absolument. avec tout ce qu'on a dit jusqu'ici, donc on a parlé de la professionnalisation, donc de l'alternance, des expériences à l'international, de l'accompagnement aussi, des spécialisations. L'objectif, évidemment, pour l'école, au bout de ces 2 ans, c'est que vous soyez prêts à intégrer donc, le marché de l'emploi. Et quand on est étudiant, on se pose souvent beaucoup de questions là-dessus. Une fois que je vais être diplômée, est-ce que je vais trouver facilement du travail? De combien va être ma rémunération, etc. Donc, nous, pour illustrer ça, on prend les chiffres de la conférence des grandes écoles. Donc, Estelle vous a expliqué au début ce que c'était. Donc, il y a tout le réseau des grandes écoles de commerce qui en font partie. Et donc, ils vont interroger chaque année les diplômés qui sont sortis de ces écoles-là et pour voir comment s'est passée leur insertion professionnelle. Donc là, je vais vous communiquer les chiffres de la dernière enquête 2022 pour que ça vous donne une idée. Donc, il y a près de 9 sur 10 des diplômés donc, de ces grandes écoles de commerce qui trouvent un emploi en moins de 6 mois. Donc, évidemment, il y en a qui trouvent plus tôt, hein, parfois même avant d'être diplômés, parfois au bout de 2 mois, 4 mois, donc c'est assez rapide.
Parmi eux, il y en a 85% qui sont embauchés directement, donc en CDI. Et le salaire brut annuel moyen en France est de 38 146 euros, très précisément. Et ça, c'est sans compter les primes, puisqu'évidemment, en fonction des métiers, certains ont des primes en plus à côté. Pour vous donner une idée, puisque ce n'est pas forcément évident quand on a comme ça un salaire brut annuel sous les yeux, il y a le baromètre de l'APEC qui sort aussi sur l'insertion des jeunes diplômés. Et eux, par exemple, donc, ils indiquent que le salaire moyen pour les Bac plus 5 de toutes filières confondues, tous les Bac plus 5 donc de France, on est là à une moyenne de 31 000 euros. Donc, on voit quand même qu'en sortant d'une grande école de commerce, on est bien au-dessus de cette moyenne. Et donc là, ce sont les chiffres des grandes écoles de commerce. C'est pour ça qu'on a commencé le webinaire aussi en expliquant justement qu'est-ce que c'est une grande école de commerce. Et c'est pour ça qu'il faut aussi bien sûr bien se renseigner. Donc, en tout cas, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu sur la partie de vie à l'école, évidemment, n'hésitez pas à les poser sur le chat à Christine. Et puis, maintenant, on va poursuivre et voir comment est-ce qu'on peut intégrer l'une des écoles du concours passerelle. Donc, pour les étudiants qui sont à Bac plus 3, c'est le concours passerelle 2. Et nous allons voir les modalités. Donc, la sélection va reposer sur l'étude de votre dossier de candidature et sur des épreuves. Donc, la première étape, c'est évidemment d'aller sur le site internet de Passerelle et de vous créer votre espace candidat pour vous inscrire au concours. Donc là, on va vous demander de constituer votre dossier. Donc déjà, vous allez nous indiquer la formation que vous êtes en train de suivre actuellement, donc votre diplôme que vous préparez. Et on vous demande les bulletins de notes de votre dernière année d'études supérieures complètes. Par exemple, un étudiant qui serait en licence 3 va mettre ses bulletins de notes donc de licence 2. Et ensuite, on vous demande de passer un test d'aptitude. Soit il y en a parmi vous qui vont passer le TAGE-MAGE, qui est donc un test d'aptitude qui se passe avec la FNEJ, auquel cas vous pouvez nous fournir votre score. Et si ce n'est pas le cas, vous pourrez passer évidemment le test d'aptitude passerelle qui est similaire au TAGE. Et je vous explique après tout sur les tests d'aptitude ou tests d'anglais passerelle par la suite. Ensuite, on va donc regarder votre dossier et votre score au test d'aptitude. Et en fonction de ça, on va vous dire si vous êtes admissible. Donc, si vous êtes admissible, c'est-à-dire que vous poursuivez donc, dans le concours et vous serez admissible pour les 6 écoles du concours passerelle. Ensuite, vous allez devoir passer un test d'anglais. Donc, même système, si vous avez déjà passé un TOEIC, un TOEFL, l'IELTS ou un test Cambridge, vous pouvez nous fournir votre score. Et sinon, vous pourrez bien sûr passer le test d'anglais passerelle. Et après, vous passerez un entretien individuel là, dans chacune des écoles que vous aurez sélectionnées parmi les 6. Vous pouvez passer entre 1 à 6 entretiens. Et pour l'admission, nous, ce qu'on va prendre en compte, c'est donc votre note au test d'aptitude ou donc au TAGE-MAGE, votre note au test d'anglais et vos notes aux entretiens. Et donc, évidemment, chaque école va vous mettre des coefficients sur chacune de ces épreuves qui peuvent donc être différentes d'une école à une autre, mais là, vous pouvez trouver bien sûr le détail sur notre site. Et donc, ça va vous faire une moyenne qui va vous dire après si vous êtes admis ou pas dans les écoles où vous aurez passé un entretien. Je fais un petit focus sur les tests passerelles. Donc, le test d'aptitude, on le verra tout à l'heure dans le calendrier, vous avez une période pour le passer qui va jusqu'à 48 heures après la clôture des inscriptions. Et le test d'anglais, lui, se passe dans un second temps si vous êtes admissible. Alors, pour le test d'aptitude, c'est un test qui dure 1h30 où vous aurez 60 questions. Et donc, comme je vous disais, pour ceux qui connaissent le TAGE-MAGE, c'est assez similaire. Vous avez des questions d'arithmétique, de capacité rédactionnelle, de compréhension de texte et de raisonnement. Et pour l'anglais, là, on est sur un test qui dure 1 heure avec 80 questions. Et vous avez des questions donc, de grammaire, de vocabulaire, compréhension écrite et compréhension orale. Donc, vous allez par exemple avoir des audios et vous aurez des questions donc, liées à ces audios ou à ces textes pour la compréhension écrite. Je vous donne quelques infos complémentaires. Donc, ce sont des tests qui se passent 100% en ligne, donc voilà, depuis chez vous. Il vous faut juste un ordinateur avec une caméra puisqu'il y a donc de la vidéosurveillance. Sur la période qu'on va vous donner, à vous de choisir la date et l'heure où vous voudrez les passer. Ils sont tous les deux sous format QCM. Il n'y a pas de points négatifs, donc on ne perd pas de points si on répond mal.
Et vous avez du brouillon autorisé qui peut être notamment utile, par exemple, pour le test d'aptitude quand vous aurez des questions de mathématiques ou de logique, par exemple. Donc voilà, je vous ai tout dit sur ces tests passerelles. Donc vous pouvez bien sûr choisir d'en passer qu'un des deux. Hein. Par exemple, si vous avez un TAGE-MAGE mais pas un score extérieur d'anglais, voilà, libre à vous de passer les tests que vous souhaitez. Maintenant, on va faire un focus sur l'entretien. Donc je vous le décris en quelques mots et puis évidemment, Nema et Riel Damien après seront mieux placés pour expliquer puisqu'ils en ont passé l'année dernière. Donc, l'entretien individuel, comme je vous l'ai expliqué, vous pourrez choisir parmi les 6 écoles, celles dans lesquelles vous souhaitez passer un entretien. Donc, chaque école a ses propres spécificités pour son entretien, qu'elle vous explique évidemment en amont pour que vous puissiez bien vous préparer. Et dans tous les cas, ça dure entre 20 à 30 minutes. Peut-être que juste avant, Estelle, tu peux nous expliquer pour cet entretien, qu'est-ce que l'école elle cherche à découvrir chez le candidat? Alors, c'est vraiment découvrir le bon mot, effectivement, Clémence, parce qu'on n'est pas là pour juger. Même si on se dira, au final, est-ce qu'on admet ou est-ce qu'on n'admet pas? On n'est pas là pour juger. Il n'y a pas on va dire, de mauvaise réponse à partir du moment où la réflexion, elle est structurée. Nous, chez IMTBS, on a besoin de vérifier la curiosité et l'adéquation de la personne avec à la fois les valeurs du campus et le focus un peu numérique qui est propre à l'école. Mais ça, c'est quelque chose de particulier à IMTBS. Plus généralement, on a besoin de comprendre, et c'est difficile en 20 minutes, c'est sûr, mais en même temps, en 20 minutes, on livre quelque chose de soi-même. C'est de comprendre vraiment fondamentalement quelle est la personne, qu'est-ce qui fait que on peut répondre à ses aspirations, qu'est-ce qui fait que c'est une personne qui va se sentir bien dans l'école et qui va du coup s'épanouir sur le campus, dans les cours, avec ses camarades, dans le collectif, puisqu'il y a beaucoup de collectifs dans les écoles de commerce. Et puis que voilà, on n'est absolument pas intéressé par un projet professionnel. C'est pas, s'il est là, tant mieux. S'il n'est pas là, ça n'est absolument pas un handicap, parce qu'on est là aussi pour aider à construire tout ça. Mais c'est vraiment de toucher du doigt à ce qu'est la personne, ce qu'elle va pouvoir finalement, ce qu'on va pouvoir lui apporter et ce qu'elle va pouvoir nous apporter sur le campus, apporter à la famille, hein, dont je parlais tout à l'heure de diplômés, pour qu'on partage la même envie, la même énergie et finalement le même projet pour le monde, pour les entreprises et puis pour le campus. Alors, Nema, est-ce que tu peux nous dire, toi, comment ça s'est passé? Puis Riel Damien nous dira après aussi. J'ai passé 4 entretiens, dont un en présentiel et 3 en distanciel. J'ai choisi de passer celui de l'EM qui était le plus proche de chez moi en présentiel. Ce que j'en ai retiré de ces 4 entretiens, vraiment, c'est la bienveillance, discussion. On n'était vraiment pas dans le jugement. Clairement, c'était vraiment une discussion, un échange. On a rebondi sur ce que je mettais en avant de moi-même et de mon projet. Et même si je n'ai pas un projet pro bien ficelé, mais c'était vraiment mes motivations, qu'est-ce que j'avais à apporter à l'école. Et voilà, c'était vraiment ma personne, c'était vraiment basé sur moi et sur mes projets et sur mes motivations et sur ma vision des choses surtout et ce que j'avais à apporter à l'école. Et si vraiment je connaissais l'école et si je me voyais bien dans l'écosystème justement de l'école. Donc, ça rejoint vraiment ce que Estelle nous disait juste avant. Et Exactement. toi, C'est pas que sur le papier. et toi, Riel Damien, comment ça s'est passé? Alors, j'ai passé la deuxième session du concours Passerelle 2 et j'ai choisi 3 sur 6 entretiens, notamment. Et celui du SCBS, il était assez particulier. J'avais notamment 3 minutes à préparer
pour présenter un sujet et le mettre en avant. Moi, j'ai choisi mon expérience en tant que service civique, vu qu'en bachelor, durant mon année universitaire, j'étais service civique. Et c'est comme Nema a eu à le dire, en fait, ils sont tous dans la bienveillance plutôt que le jugement. Donc, pas d'inquiétude non plus là-dessus pour les étudiants qui stresseraient un peu de passer des entretiens parce que, évidemment, c'est un moment important à la fois pour les étudiants et pour les écoles, bien sûr. Et donc, en effet, quand vous le passez en présentiel, c'est évidemment aussi l'occasion pour vous d'en profiter pour découvrir la ville et pour découvrir le campus. Mais il y a aussi la possibilité de le passer en présentiel, surtout à la première session. Mais ça, je vais y revenir quand on va parler du calendrier. Justement, le voici. Donc, je vais vous donner les dates des 2 sessions. Donc, en effet, cette année, donc, nous organisons 2 sessions. Vous ne pouvez passer qu'une sur les 2, je le précise. Donc, voyons déjà les dates de la session 1. Dans tous les cas, pour les 2 sessions, donc là, les inscriptions sont ouvertes depuis le 15 novembre. Pour la session 1, les inscriptions, ça se terminera donc le 17 janvier. Ensuite, donc si vous passez le test d'aptitude passerelle, ce sera entre le 9 et le 19 janvier. Les résultats d'admissibilité, donc ça sera le 24 janvier. Une fois que vous avez vos résultats, vous allez donc prendre rendez-vous dans les écoles pour vos entretiens. Et les entretiens et le test d'anglais passerelle, si vous le passez avec nous, ça se déroulera du 28 janvier au 4 février. Et ensuite, là, vous aurez vos résultats mi-février. Donc là, évidemment, l'avantage de cette session, c'est d'avoir votre place en école assez tôt dans l'année. Donc ça vous permet aussi après de vous concentrer sur l'obtention, évidemment, du diplôme que vous préparez actuellement. Ça vous permet aussi, avantage très important, de pouvoir démarrer plus tôt votre recherche d'alternance, si, comme Riel Damien, vous voulez faire de l'alternance dès l'année prochaine. Et ça peut aussi vous permettre de chercher aussi un logement plus rapidement. Et je précise que donc, il y aura plus la possibilité de passer vos entretiens en distanciel sur cette session 1. Donc, s'il y en a qui ne peuvent pas forcément se déplacer, je vous invite à vous concentrer plutôt sur la session 1, puisque pour la session 2, ce sera plutôt pour les étudiants qui sont à l'étranger. Alors, justement, voyons les dates de la session 2. Donc, les inscriptions, là, vont jusqu'au 25 avril. Ensuite, pour passer le test d'aptitude avec passerelle, ça se passe entre le 14 et le 28 avril. Vous avez vos résultats d'admissibilité le 9 mai. Donc, à partir du 9 mai, même système, vous prenez rendez-vous dans les écoles pour les entretiens que vous passerez du 15 mai au 5 juin. Et c'est aussi à ce moment-là que vous passerez le test d'anglais passerelle si vous le passez avec nous. Et là, vous aurez donc vos résultats mi-juin. Et dans tous les cas, pour les 2 sessions, c'est évidemment pour une rentrée au mois de septembre. Donc voilà, là, vous avez toutes les dates pour les 2 sessions. Et donc, par exemple, Nema, elle avait passé la première session. C'est pour ça que tu avais en effet une partie de tes entretiens en distanciel et Damien, la 2e session. Donc voilà, après, à vous de choisir évidemment en fonction des dates qui vous arrangent le mieux. Alors, pour terminer, parce qu'on m'a déjà donné beaucoup d'informations, mais il y a un point important, qui va être le financement. Mais d'abord, je vous donne les frais de dossier du concours. Donc, ils sont de 50 €. Il n'y a pas de frais supplémentaires, par exemple, pour passer les tests passerelles, ni pour les entretiens. Je précise aussi que si nous, on a nos propres tests d'aptitude et tests d'anglais passerelle, c'est aussi pour que vous n'ayez pas de frais à débourser pour passer un TAJMAJ ou un TOEIC si vous n'en avez pas forcément besoin. Ça évite aussi ces frais-là. Et le concours est donc entièrement gratuit pour les étudiants qui sont boursiers. Maintenant, parlons du financement. Estelle, est-ce que tu peux nous dire un peu les différentes aides qui peuvent exister parce que forcément, ça a un coût d'aller en école de commerce, mais il y a des aides qui sont quand même mises en place pour que ça ne freine pas les étudiants qui ont envie de faire cette poursuite d'études. Oui, on les voit affichés à l'écran. Comme Riel Damien l'expliquait, on peut faire une formation en alternance et c'est l'entreprise à travers sa branche professionnelle qui va financer l'école et qui va verser aussi un salaire. On a des stages rémunérés, bien entendu. On peut avoir des bourses. Alors, elles sont plus ou moins importantes.
Des prêts de banque, vous avez vu les chiffres d'insertion professionnelle, donc les banques sont prêtes relativement facilement, en tout cas, elles regardent un dossier de financement d'une formation en grande école de façon positive pour octroyer des prêts à des taux préférentiels. Et puis, on peut toujours, bien entendu, travailler pendant sa formation avec un petit job étudiant qui permet de mettre du beurre dans les épinards ou plus. Voilà, qui peut aider à financer, par exemple, un logement, hein, si on est amené à changer de ville ou aux frais quotidiens, évidemment. Donc, toi, Ariel, Damien, on a bien compris tout à l'heure que c'était comme ça que tu finançais aussi ton école. Et toi, Nema, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe pour toi? Du coup, il y a possibilité de financement avec le conseil départemental de mon île d'obtention de bac, parce que j'ai eu mon bac à Mayotte et le conseil départemental de Mayotte a une politique universitaire et études sup développée et il nous finance les frais de scolarité. Donc ça, c'est très intéressant pour les étudiants qui viennent de Mayotte. Sachez qu'il y a donc cette aide-là. Et donc, toi, pour l'année prochaine, ce sera l'alternance aussi qui va En te permettre. alternance, c'est ça. Parce qu'au-delà des frais de scolarité, il y a aussi la vie étudiante et c'est compliqué. Voilà, et oui, on l'a dit, hein, quand vous êtes en alternance, vous êtes rémunéré puisque vous êtes considéré comme salarié. Donc, ça permet aussi, en effet, de financer les à côté. C'est ça. Et il y a aussi toutes les fondations des écoles aussi, parce que, on néglige un peu, mais il y a toutes les fondations, il y a les services inclusion et diversité, il y a les assistantes sociales, et vraiment, on sait qu'on peut les mobiliser et qu'on peut un peu se reposer sur eux, on va dire ça comme ça. Mais voilà, il y a tous ces services-là qui sont disponibles pour nous. Eh bien, merci pour ces explications. Le webinaire touche à sa fin. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir été présents pour expliquer aux étudiants qui nous écoutent ce soir quels sont les avantages d'une poursuite en grande école après avoir déjà un bac+3. Pour terminer, est-ce que vous avez peut-être un petit mot à leur dire? Parce que j'imagine que parmi eux, il y en a qui vont passer le concours passerelle cette année. Est-ce que vous avez un petit mot, un conseil avant de clôturer? Si je peux donner un conseil, c'est surtout de choisir la première session. Ça donne une large champ de recherche, notamment pour ceux qui veulent entrer en alternance. C'est vrai, Et tout à qui fait. n'hésitent pas à avoir un bon moral parce que, en fait, il n'y a pas à stresser. Et toi, Néma, un petit conseil ou un petit mot pour la fin? Pareil, il n'y a pas à stresser. Franchement, les entretiens sont bienveillants. Et c'est surtout pour après, quand vous serez admis, on espère. Ouvrez les yeux, prenez tout ce qu'il y a à apprendre. S'il y a des langues optionnelles, faites. Le Career Center, il est là pour vous. Le coaching, etc. En fait, on paye, ok, c'est un coût, mais rentabiliser ce coût. Il y a de quoi rentabiliser, donc go. C'est vrai, non mais c'est vrai de le préciser, l'école de commerce, elle vous donne tellement d'opportunités, donc saisissez ce que vous pouvez saisir pour votre parcours, c'est vrai. C'est ça. Et Estelle, pour terminer? Peut-être le fait que quand on vient d'un bac+3, alors je ne parle pas forcément à des bachelors puisqu'ils connaissent déjà l'environnement d'une école de commerce, mais quand on vient d'un IUT, quand on vient d'une fac, on peut avoir l'impression que les écoles de commerce, ce n'est pas pour soi, que c'est un certain profil, on va dire, social. Ouais, je pense que ça n'est pas du tout ça. Alors, bien sûr, ça peut être ça. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important d'aller pousser la porte. On a des portes ouvertes régulièrement. Nous, on en a eu le 3 décembre. Mais je sais que toutes les écoles passerelles en organisent entre décembre et mars. Allez-y, c'est pas forcément très onéreux. Alors bien entendu, quand on vient de l'autre côté de la France, ça demande du temps, mais on a quand même des moyens aujourd'hui de mobilité qui sont bien moins chers que moi de mon époque.
Et je pense que c'est vraiment important de se déplacer sur les campus parce que voilà, il y a beaucoup d'autocensure, il y a beaucoup d'idées préconçues que l'on se fait sur l'école de commerce, alors qu'en fait, on peut trouver une école de commerce où on se sent soi-même, où on se sent en tout cas celui ou celle que l'on va devenir. C'est ça. Donc, bienvenue. Ayez-le bien en tête, le concours passerelle est ouvert à tous. Tout à fait. Donc, c'est un très beau message pour la fin. Donc, je vous le redis, merci à tous les trois d'avoir été présents pour les étudiants. Et puis, il ne me reste plus qu'à souhaiter en effet aux étudiants qui nous écoutent ce soir beaucoup de réussite pour votre concours passerelle. Merci à tous de nous avoir suivis.